Est-ce que vous êtes déjà posé la question, en tant qu'enfant d'immigrés ou pas d'ailleurs, le rapport qu'on avait avec nos parents, de comment on les percevait, de qu'est-ce qu'on a appris d'eux et qu'est-ce qu'on veut transmettre? C'est exactement un des sujets dont on a parlé avec mon invité de la semaine, Bala Fofana, journaliste chez Libération et auteur. Avec Bala, on a parlé de plein de sujets, notamment d'exil, de comment il a pu se réintégrer dans une société qu'il avait quittée quand il était petit, qui est la France, de comment il a pu prendre sa place et devenir journaliste chez Libération et de plein d'autres sujets. Cet épisode est assez riche. D'ailleurs, il est tellement riche que j'en ai fait 2 épisodes. Le prochain sera diffusé la semaine prochaine. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Bala Fofana. Bonjour Bala. Bonjour Nga. Je suis hyper contente de te recevoir ici. Ravi d'être là aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, avec plaisir. Je suis hyper contente parce que tu as sorti ce nouveau roman, La prophétie de Dali, qui est ton premier roman, mais pas ton premier livre. Parce que tu avais déjà coécrit La rage de vivre. C'est ça. Avec Bolewa Saboura. Exactement. Merci de me rappeler. Et en fait, c'est fou parce que j'ai voulu préparer cette interview et chaque fois que je lisais un truc, j'avais envie de poser 1200 questions derrière. Donc je me suis dit, je vais essayer d'être la plus concise possible pour qu'on ait une discussion pas trop longue. Et je vais commencer d'ailleurs par une citation. Ok. Dans le livre. C'est la lettre de Dali. Du coup, tu vas dire rapidement qui est Dali, mais bref, on saura aussi, il faut aller lire le livre parce que c'est ce qui est d'important. Certains te classeront dans la caste des pauvres, la caste des Noirs, la caste des enfants d'immigrés, la caste des banlieusards, la caste des familles monoparentales. Ces castes arbitraires qui te seront imposées, si tu ne les combats pas, elles effaceront ton histoire, ton intimité, ta manière d'interagir avec l'univers. Après ça, j'ai envie de te demander, voilà, comment tu te définirais justement pour imposer ton histoire? C'est très dur de se définir. C'est vraiment ça me pose vraiment une colle parce que surtout qu'une fois tu lis ces extraits, on n'a plus le droit de rien dire pour se définir. C'est pour ça que je te pose la question. Donc, tu peux dire que t'es une personne en construction. Bien sûr, tu as des attaches. Tu as une histoire, tu as des origines. J'ai une profession, je suis journaliste. Là, c'est mon premier roman. Je suis né à Créteil, en France. Mais j'ai vécu une partie de mon enfance au Mali, dans la région de Kayes. Dans l'ouest malien, qui borde le Sénégal et la Mauritanie. Et je suis un peu un produit de ces différents espaces et aussi un produit de tous les gens que j'ai pu côtoyer dans ma vie, en fait. Ok, intéressant, parce que justement, c'est une question difficile. Et ton livre, justement, il est hyper riche. Moi, je le trouve, il y a plein de références mythologiques, de la littérature française. La question que je me demandais, c'est que tu dis à plusieurs reprises que tu as écrit ce livre pour venger ta maman. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que dans des familles, il y a beaucoup de choses qui se transmettent. Les accomplissements se transmettent, les frustrations se transmettent, les traumas se transmettent. Et des fois, d'une génération à l'autre, il y a des choses à réparer. Et une des grandes frustrations de ma mère, ça a été de ne pas pouvoir être scolarisée. Parce que ma mère, ça nous remonte à l'époque d'avant le Mali, donc ce qu'on appelait le Soudan occidental. Et les officiers viennent au village, à Dionfa, dans la région de Kayes, et disent à mon grand-père, ta fille, Wassa, est sélectionnée pour aller à l'école. Et lui est méfiant et voit d'un mauvais œil ce qu'on appelle à l'époque l'école des Blancs, parce qu'il y a 2 écoles. Il y a l'école des Blancs et la Madrasa, qui est l'école des Arabes, coranique. Et il se dit, oulala, l'instruction, qu'est-ce que c'est, l'école des Blancs, si j'y mets ma fille, elle va devenir effrontée, aucun homme ne voudra la marier, etc. Et tout. Et donc, il est pris de panique et envoie le petit frère de ma mère. Et ma mère, elle se faisait une joie d'aller à l'école. Et en fait, c'est quelque chose qui l'a fait pleurer pendant 1 semaine, en fait. Et donc, elle a toujours eu cette frustration. Et je pense que c'est quelque chose qui a guidé son action aussi. Mais on va y revenir. Et donc, oui, écrire un livre, faire entrer son histoire dans l'histoire de la littérature française,
c'est une vengeance. Ouais. Ouais. Et ça, par exemple, cette histoire, comment tu l'as découverte? Est-ce que tu en as parlé avec elle, elle te l'a dit? Parce que c'est hyper complexe, toujours, je trouve, avec nos parents, de avoir accès à leurs histoires, à leurs blessures, à leurs souffrances. Comment ça s'est fait pour toi? Ça s'est fait par... Au début, je comprenais pas tout. C'est-à-dire que pendant longtemps, dès que tu recevais un mot dans ton carnet ou quelque chose, ou un de mes grands frères, ou peu importe une critique négative de l'école, ma mère s'emportait et nous disait qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a et que si elle avait été à l'école, elle aurait tout déchiré. Et ça, c'était une remontance que j'entendais, pas à mon endroit, mais plutôt à ceux de mes grands frères. Et cette histoire-là, c'est la première qui va me la raconter, c'est Dali, en fait. Et ça va, moi, me donner un sens, une structure aussi, etc. Et voilà, qui est en fait ce qu'on appelle une jelly chez les Mandingues. C'est une griotte, donc c'est une passeuse d'histoire, c'est quelqu'un qui raconte les hauts faits des nobles. Et les ancêtres de Dali étaient les griots de mes ancêtres et vice-versa. Et donc mes ancêtres étaient leurs nobles. Et donc du coup, elle connaît l'histoire de ma lignée familiale, la restitue, et était devenue une amie, une confidente de ma mère. Et donc ma mère lui confiait beaucoup de choses. Et donc des fois, pour des gens qui ont une certaine pudeur, il faut passer par une personne tierce pour avoir toute une histoire. Bien sûr. Okay. Hyper intéressant. Et du coup, comme tu le disais tout à l'heure, toi, tu es né en France, tu es né à Créteil. Ouais. Et donc, jeune, à 3 ans. Oui, c'est ça. Ta famille est repartie au Mali. Quand tu décris ton histoire au Mali, moi, je trouve ça dingue, la manière, les détails. Je me dis, moi, à 6 ans, je me souviens pas de grand-chose, en réalité. Toi, tu as une mémoire assez folle. Comment tu cultives ça, ou comment ça se fait, tout simplement? Je trouve que c'est dingue, en vrai. Il y a une chose qui est certaine, c'est que je peux pas dire du côté paternel, mais du côté maternel, j'ai des ancêtres qui étaient très fiers de leur mémoire. Très fiers de se rappeler, qui, à 80 ans, tu vas les voir au village, ils te disent mon corps, il fonctionne plus, mais ils tapent sur leur tympan en se disant ça, c'est resté intact. Et il y a un grand sens de l'observation et de la mémoire. Et même chez ma mère, elle est ultra précise dans les dates. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai eu en transmission, en fait. Et en plus, le fait d'être au contact de griots qui, eux, sont dans la mémorisation, en fait. Leur cerveau, c'est un disque dur qui stocke, classe, range, etc. Et ressort les dossiers au moment opportun, etc. En fait, j'ai été encouragé à ça, inconsciemment, je pense. Et comme j'ai été mutique pendant longtemps aussi, j'ai beaucoup observé. Et j'observe encore beaucoup aujourd'hui. Et ça m'aide pour l'écriture, ça m'aide pour le journalisme, qui est l'activité qui me fait vivre. Donc, ouais, c'est quelque chose que je cultive. Ouais. Et par rapport à ces souvenirs du Mali, tu peux m'en dire un peu, pas tout parce que c'est dans le livre quand même, mais qu'est-ce qui t'a retenu quand t'es revenu en France? Mais ça, on va en parler de la transition. Si tu veux me dire quelques souvenirs du Mali. En fait, c'est que ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a différents types de personnes. Moi, je suis une personne, le soir avant de me coucher, je refais le film de ma journée. Tout le temps? Très souvent. Et en analysant des détails, et même des fois, le soir, je vois des détails que je ne pensais pas avoir perçus pendant la journée. Et des fois, j'ai des flashbacks aussi qui me reviennent de mon enfance, etc. Et ouais, mon enfance dans la région de Caille, c'était une enfance de paysan, en fait. J'étais un jeune paysan, on vivait au rythme des travaux qui sont faits, planter les maïs, aller faire les récoltes, l'arachide, etc. et tout. Et jeune gamin, enfin à mon âge, un bon gamin, c'est celui qui va dans la brousse et qui ramène des fagots, en fait, avec ses amis pour faciliter
nos mères, tantes, qui vont justement préparer le repas. Et donc les facilités pour faire le feu en fait. Et puis c'est de la bouffe qui est faite dans des grands chaudrons. Et ce qui se passe, c'est que c'est très collectivisé à l'époque. C'est-à-dire que tu as quelques hommes qui vont aller chercher de la viande et tout, etc., de faire les courses, et ça va être au tour de tel binôme de femmes ou tel trio de femmes de faire le repas. Et c'est une grande pression parce que tu fais le repas pour tout un village. Et si ton repas il est foiré, bah, ça pose des problèmes. Et t'entends un homme crier « Qui a cuisiné aujourd'hui ? Qui a cuisiné ?» Et il y avait une expression, il dit « Ta bouffe n'est rien !» Et là, c'est le pire que tu pouvais dire. Et les enfants valorisés étaient ceux qui, oui, ramenaient les fagots. Mais moi et mes potes, on était plutôt ceux qui ramenaient le moins de fagots et qui jouaient avec les animaux et qui rentraient très sales et qui désespéraient un peu les gens parce qu'on n'était pas des enfants modèles. À cette époque-là, est-ce que tu avais des rêves particuliers? Est-ce que tu avais une vision de ton avenir ou pas du tout? Une vision de mon avenir? À cette époque? Oh, bah, je me suis dit peut-être que comme mon grand-père paternel, si je peux rentrer dans la confrérie des chasseurs et avoir l'uniforme. Je serais fière. Avec le bonnet phrygien, marron et tout, je trouvais qu'ils avaient trop de flow. Stylé. Et donc, à 6 ans, tu vis en France avec ta famille, avec ta maman et tes frères et sœurs. Ouais. Enfin, une partie en tout cas. Ouais, en tout cas, mais avec mes frères, parce qu'on est 6 garçons. C'est ça, avec tes frères. Et là, c'est une des premières scènes du livre où, en fait, tu es face à un monde que tu ne connais pas. Quelles sont tes premières impressions quand tu viens en France et que tu te confrontes à ce nouveau monde? En fait, c'est la colorimétrie qui est à régler. Aussi simple que ça. tout est plus vif. Enfin, tu vois, ton sol, c'est du béton, c'est foncé. On arrive en novembre, c'est gris. Là où j'étais, le paysage, il est sahélien. Le sol, il est plutôt rouge brique. Quand on est dans la brousse, bah, c'est très vert, très coloré, plein d'animaux. Et là, tout est terne, en fait. Et tu arrives dans un truc gris, froid, ouais, hostile. Ouais. Et du coup, quand tu arrives à l'école, enfin, du coup, l'école qui est le lieu de socialisation, enfin, tu passes la majorité de ton temps quand tu es enfant, hein, parce que là, il se passe des choses, beaucoup de choses. Exactement. Beaucoup de choses à l'école. Déjà, on va pas détailler, mais la scène, du coup, à la cantine. Ouais, ce que j'ai appelé le braquage. Ouais. Voilà, le braquage, où en fait, tu manges avec les doigts, et donc on se dit, bah, cet enfant n'est pas normal, on va te mettre avec un psychologue, avec un orthophoniste, qui vont te suivre. Et arrive moi je savais pas, en fait, qu'il y avait cette classe de perfectionnement. Je ne savais pas. Est-ce que tu peux en parler un peu? Et du coup, tu as été placé dans cette classe. Ouais, en fait, c'est une classe qui a été créée au début du siècle dernier. Et c'était des classes, c'est dans les textes de loi de l'époque, hein, ce sont les députés qui le disent, hein, c'est des classes pour les arriérés et les débiles, en fait. Et bizarrement, après, il y a des sociologues de l'éducation, et c'est là qu'on travaillait sur ces classes-là. C'est qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus dans les milieux populaires et pauvres. Donc, ce qui veut dire que la débilité n'est pas l'apanage des bourgeois. Bien sûr. Et c'est des classes aussi qui ont avalé, entre guillemets, les vagues d'immigration. C'est-à-dire qu'il y a des sociologues qui travaillent sur le sud-est de la France. Pendant le franquisme, c'était beaucoup d'enfants d'Espagnols. Quand les Portugais vont quitter le Portugal de Salazar, ça a été des enfants de Portugais, etc. Et ça a brassé. Et donc, c'est des classes, en fait, qui sont devenues des espèces de classes fourre-tout, avec des problèmes très, très différents. Et parce qu'on est dans des sociétés aussi où l'école doit prendre plus que sa part de misère sociale. Ça veut dire que moi, dans ma classe de perfectionnement, il y avait moi qui avais mis mes mains dans un plat de haricots, Eric qui fuyait la guerre au Kosovo, donc c'est totalement autre chose, une camarade qui était victime d'inceste, et tous ces problèmes-là ne se croisent pas. Ne se croisent pas, en fait. Mais c'était l'espace un peu
marginalisés, quoi. Des gens qui rentrent pas dans les cases. Ouais. Voilà, qui rentrent pas dans les cases et qui protégeaient les autres de nous. Ouais. Et donc, dans le comportement des autres élèves aussi, on était la classe des pestiférés. Et on avait un petit coin dans la cour de récréation et les gens s'approchaient pas de nous, nous touchaient pas, etc. Et on était vus comme les perfs et c'était une malédiction un peu. Et ça a dépassé les contrôles de l'école parce que même dans ton quartier, ça faisait honte à ta famille et même tes frères, quand ils avaient des conflits avec d'autres, ils disaient oui, mais toi, évite de trop parler, t'as un frère en perf. Et donc, ça devenait une humiliation. Ouais, et public. Et ça, en tant qu'enfant, parce que tu vois, je trouve que c'est à l'âge d'enfant aussi où tu te crées ta confiance en toi plutôt. Bah ça te l'a détruit. Ouais, c'est horrible. Ça te l'a détruit. En fait, c'est un si ta confiance en soi, c'est un bâtiment, la perf, c'est un bulldozer. Donc ça le détruit totalement. Et surtout parce que c'est là que tu prends conscience du regard de l'autre. Et ça fait douter tout le monde. Parce que ma mère se demandait, est-ce qu'elle a mis au monde un enfant attardé? Qu'est-ce que dans ta tête te disait que, enfin, toi, t'en es persuadé que non, mais comment t'arrives à persévérer? Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont se convaincre eux-mêmes qu'en fait, les autres ont raison et qui vont, du coup, lâcher l'affaire. Bah, pour être tout à fait honnête, moi, je suis pas persuadé que non à cette époque. Ah ouais? Bah non, si ta propre mère doute, la personne qui t'aime le plus au monde doute, et qu'elle t'emmène avec elle dans ses cours d'alphabétisation. C'est une scène très drôle d'ailleurs. Ouais. pour justement essayer de dire que t'as besoin d'un supplément et que en fait tout ce que t'entends autour de toi c'est plutôt le champ lexical dans les deux langues relatif à la débilité. Tu finis par y croire et c'est pour ça que j'ai été plongé dans une forme de mutisme. Et j'observais tout en pensant que ce que les autres disaient était forcément plus brillant que moi et que moi, il fallait pas que je parle. Donc, ça veut dire que j'étais persuadé d'être débile. Et que je me taisais pour mieux m'imprégner de l'intelligence des autres qui, eux, étaient forcément intelligents. Et donc, je me suis construit comme ça. Du coup, ça va être décousu, mais c'est pas grave. Et du coup, à quel moment, est-ce qu'il y a un truc, enfin, je pense que j'ai la réponse, mais à quel moment tu te dis en fait que ce que disent les gens c'est pas vrai et que parce que je trouve que tout le livre le but je trouve c'est vraiment cette classe de perfs qui te donne aussi une revanche plutôt à avoir sur la vie, tu vois. Ouais, bien sûr. En fait c'est très ambivalent en fait. Oui. Parce que t'es dans un cadre où tout est détruit en fait. Ta représentation du monde, elle est totalement... elle bascule à partir du moment où tu vis en France. Et tu fais partie d'une catégorie de la population minorisée dans le pays et tu te retrouves minorisé au sein de ton école. Et donc, en fait, le livre, il est écrit à hauteur d'enfant et je voulais avoir la voix de l'enfant pour être au plus proche de cette réalité-là. C'est que dans la chaîne alimentaire des oppressions, c'est dur d'être plus bas que l'enfant balade dans le livre, en fait. Ouais. Non, mais c'est ça, en fait. C'est qu'à chaque fois, il y a des trucs qui se rajoutent. Tu dis, ça. Mais il va s'en sortir comment, en fait? C'est des couches qui se superposent. Et t'es noyé dedans. Et t'as la structure familiale aussi, t'as plein de trucs. C'est ça. Et la structure familiale aussi, parce qu'on l'oublie. L'école, c'est un système. Mais le premier système auquel on est tous confrontés, ce sont nos familles. Et déjà, on fait l'expérience des oppressions, des difficultés systémiques. Déjà, le premier endroit où ça se fait, c'est la famille. Et l'abandon. Voilà. Et dans tout ça, il y a l'abandon du père en plus. Et il faut essayer de trouver sa place, ce qui est hyper compliqué. Et tu comprends que dans ta fratrie, tu ne vas pas réussir à la trouver. Qu'à l'école, dans la cour de récréation, tu ne la trouveras pas non plus. Et tout ce qui te reste, c'est cette classe de perfs. Et il faut essayer de faire son trou dans cette classe. Mais à ce moment-là, c'est des classes dont on ne sort pas. Donc moi, je ne m'imagine pas sortir de perf. Ça n'existe pas de sortir de perf. Quand on sort de perf, c'est qu'on a fini la primaire et qu'on va aller au collège, on ne sait pas.
Ah, parce que la suite des perfs, c'est assez pas. Ok. Automatique. Ça même pas de... Non, on demande pas un perf. T'as choisi quoi comme école pour aller au collège? Ça existe encore, ça? Les perfs? Non, ça a été arrêté en 2005. Ouais. Mais à l'époque, oui, c'est l'automaticité, c'est d'aller en SECPA. Et comme en fait, quand tu es pointé du doigt, les gens te jugent sur un schéma. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont pas chercher à comprendre et à regarder finement les choses. Ton environnement, voilà, bien sûr. Tu es juste dans la caste des débiles, point trait. Après, toi, quand tu y es, t'as un prisme beaucoup plus large. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de réalité dans cette classe. Et qu'en soi, la classe, elle convient à personne. Parce que c'est des cas qu'on estime trop particuliers et qu'on a regroupés ensemble dans un projet qui est quand même, en France, d'écrémer, en fait, dès l'école, de sélectionner les meilleurs et de trier ceux qu'on estime moins bons ou ceux qui sont pas assez dociles ou qui vont pas fonctionner dans le canevas scolaire. En fait. Ouais. Et dans ces classes-là, en fait, tu as des classes à 3 niveaux. Et très rapidement, oui, tu montes les niveaux parce que je réussis à avoir une sécurité émotionnelle qui va venir d'oncles, de Dali, de ma mère aussi, qui vont me pousser à aller vers la connaissance. Et en fait, c'est le fait d'aller vers la connaissance et de t'intéresser, d'être curieux, de t'imprégner de tout écouter, d'essayer de tout comprendre, qui vont faire que tu vas... Parce que je pense pas qu'on est spécialement curieux ou paresseux ou autre, ça se cultive, mais c'est quelque chose que tu vas cultiver. Et j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire, donc j'enregistre les choses assez rapidement et je me mets en position d'écoute attentive. Et donc les choses vont rapidement. Et je me retrouve très rapidement à être le meilleur de la classe, et parce que les classes sont divisées en 3 niveaux, faible, moyen, fort, et je me retrouve très rapidement à être un espèce de prof bis qui corrige le groupe des faibles. Et je me rends compte que moi qui leur explique des exercices, ça fonctionne des fois un peu mieux que quand c'est le prof lui-même. Lui, il a son prisme de débile, en fait. Il se dit, c'est son oui, et même, je pense que pour un enfant, avoir un autre enfant qui t'explique quelque chose, ça fonctionne mieux. C'est vraiment l'apprentissage par les pairs, en fait. Et c'est des techniques pédagogiques qui sont parfois développées ou encouragées, mais je pense qu'à hauteur d'enfant, la meilleure personne qui peut lui expliquer quelque chose, c'est un autre enfant. Parce qu'il a moins de mal à se mettre à sa place. Et surtout que nous, on a des profs souvent qui sont peu chevronnés, etc., et débutants, et on leur dit, bon, tu fais tes années dans cette classe-là, après, tu iras vers quelque chose de mieux. Le système scolaire, t'as la famille, et t'as la famille noyau, t'as aussi la famille un peu élargie, et dans le livre, tu déconstruis beaucoup le mot blédard, d'arblé en verlan, et tu parles de tes cousins, et de ce chapitre qui s'appelle 100% malien. Ouais, malien 100%. Malien 100%. Du coup, quand j'ai lu ça, j'ai dit Mali puissance, tu vois. ce qui est venu en tête. Pourquoi c'est important pour ça de déconstruire ce mot, au-delà d'en parler? Bah, en fait, c'est important parce que ça raconte quelque chose de qu'est-ce qu'on intègre du regard qui est posé sur nous. Et ça pose aussi la question du besoin de distinction. Quand tu es dans un quartier où il y a une cinquantaine, centaine de nationalités, et que on te fait comprendre insidieusement que la norme et ce à quoi il faut aspirer sur un modèle assimilationniste, bah, c'est une norme blanche, tu sais que tu n'entres pas dans le moule. Et ça peut causer de la frustration. Mais à côté de ça, tu te compares, tu essayes de trouver pire que toi. Personne qui a encore moins de chances d'entrer dans le moule. Et souvent, dans ce schéma-là, la figure du blédard, elle est souvent convoquée. Et en plus, des fois, on dit blédard, c'est gentil, mais certains emploient le mot civilisé. Et donc, il y a quelque chose aussi de la naïveté ou de la débilité
quand on parle du blédard. C'est quelqu'un qui est pas à la page, qui a rien compris, etc. et qui est peu valorisé. Et donc, à un moment donné, oui, tu as l'étiquette perf plus blédard et tu vois que t'es ce à quoi il faut pas ressembler, en fait. Et même parmi ceux qui te ressembleraient le plus. Oui, et donc surtout ça, en fait. C'est ça. Et ça veut dire que c'est une forme de rejet, parce que le blédard serait la pire version, ou la version repoussoire de la personne qui est née et qui a grandi en France, de parents immigrés, et c'est ce à quoi il faut absolument pas ressembler. Et ça dit beaucoup de choses, des injonctions qui pèsent aussi sur les générations qui sont nées en France et qui viennent d'autres continents ou même d'autres pays. Et il y a quelque chose qui en fait, où il faut rejeter le passé pour s'annuler et s'assimiler à un modèle français, en fait. Moi, j'ai beaucoup appris parce que, tu vois, je suis née, j'ai grandi en France, même si j'ai fait un passage au Sénégal, etc. Mais ça m'a beaucoup questionnée. Et je trouve que c'est important de le marteler. Ouais, parce que aussi, par exemple, celui qu'on va qualifier de blédard, c'est celui qui va pas avoir honte de parler la langue dans laquelle il a grandi dans la rue. Parce que pendant longtemps, beaucoup d'enfants, par exemple, il y a des ruptures de transmission dans la langue. Ça, c'est des parents qui ne transmettent pas parce qu'il y a aussi des injonctions assimilationnistes sur ne parlez pas vos langues, sinon... Et il y a ceux qui vont la comprendre et pas le parler parce qu'ils vont sentir une gêne à le parler. Et le blédard, lui, il parle dans la rue, il parle fort, il a son accent, etc. Et c'est quelqu'un qui se planque pas, en fait. C'est pas quelqu'un de planqué. C'est pas quelqu'un qui essaye de passer à travers les mailles du filet, etc. Et ça peut aussi susciter, en vrai, une sorte d'envie ou de jalousie qu'on va transformer en reproche, en moquerie, en détestation. C'est que cette personne-là, elle est trop à l'aise. Ouais. Non, mais c'est ça. Exactement. Ouais. Intéressant. Super. Merci. Et moi, je me suis posé aussi la question de ton rapport avec ta maman, parce que du coup, tu parles beaucoup d'elle dans le livre et on apprend des parties d'elle, mais surtout, on apprend sa complexité, en tout cas, moi, je retrouve chez mes parents aussi, des personnes très complexes avec plein d'histoires, etc. Est-ce que aujourd'hui, en écrivant le livre, tu comprends mieux ta maman ou pas? En écrivant le livre, est-ce que je comprends mieux ma mère? Non, je pense il a fallu la comprendre pour pouvoir écrire le livre. Ok. Surtout. Ok. Donc du coup, ça n'a pas amélioré ma compréhension de ma mère, mais ça m'a permis de rendre justice à beaucoup de mères qui ont des histoires proches de la sienne, etc., et qui sont décrites de manière trop simple. Parce que dans la vision du blédard aussi, nos premiers blédards sont nos parents. D'accord ? Et ce carcan-là, ça appauvrit même notre regard qu'on pose sur eux. Parce que, à plein d'égards, même si c'est une notion que ma mère n'emploie pas, ma mère est féministe. Mais son ressort d'action et ses croyances dans lesquelles elle puise, ça va être dans le patrimoine culturel mandingue, en fait. Mais elle va faire des choses qui sont d'une modernité folle. Et c'est ça la complexité. C'est que c'est une femme qui est attachée à ses traditions, qui a transmis sa langue, qui aurait même plus sa place dans le podcast que moi, parce qu'elle a plus une mentale d'entrepreneur que moi, pour de vrai. Ouais, non, mais après, moi, le podcast, c'est pas des entrepreneurs, mais c'est pas que. Oui, mais je vois ce que tu dis, mais bien sûr, mais je comprends parfaitement ce que tu dis. Dans le mindset, bien sûr, je vois très bien. C'est quelqu'un qui arrive en 79, et en 80, elle se dit, il faut entreprendre au Mali. Et mon père, elle la regarde, genre, mais qu'est-ce que tu racontes? Mon père, il a une vision humanitaire de sa présence en France. C'est de faire du rapatriement de capitaux, pas pour construire un pays, pour éviter des famines dans son village. Elle a dit non. Ce qui est important, bien sûr qu'on va aider la famille, etc. et tout,
Mais il faut se constituer un patrimoine, il faut investir dans la pierre et il faut faire des affaires. Et avoir une femme qui dit ça en 1981, 2 ans après son arrivée en France, mon père, il a regardé et rigolait. Et ma mère, ça a été quelqu'un sur laquelle beaucoup de femmes Kagolo se sont appuyées pour entreprendre au Mali. Et donc ça aussi, c'est très fort. Et c'est des visions. En fait, les gens ont des visions et ont des croyances. Et peuvent se servir d'un socle culturel que des enfants qui sont nés entre deux cultures peuvent voir comme dépassés. Mais elle s'appuie sur ça. Elle s'appuie sur les mêmes histoires que Dali me transmettait pour se réaliser. Et c'est en ça que c'est une personne très complexe. Et moi, ce à quoi j'aspire aussi à travers la littérature et toutes les fictions qu'on fait, en étant... parce que nous, on est un peu aussi des générations Carrefour, c'est de redonner de la complexité à la figure des parents. Parce que, mine de rien, on a été biberonnés dès le collège à se moquer de nos propres parents. Ça, c'est des trucs qui se font... Il y avait les livres « Les blagues ta mère », et nous, on en créait des nouvelles en allant chez nos amis et en se moquant toujours des parents. Et derrière, si on regarde l'ascension de carrière d'humoriste, le ressort qui est le plus souvent utilisé chez les humoristes qui sont nés de parents non français, c'est aussi la moquerie de leurs parents. C'est marrant. Et ça a donné un genre. Le Comedy Club, quand on regardait le Jamel Comedy Club à l'époque, c'est les moqueries qui sont sur l'accent, sur les parents, et qui mêlent moquerie et affection. Mais cette moquerie en teinte d'affection, c'est aussi une sorte de se distinguer. Parce que se moquer de ses parents, de leur accent, de leur archaïsme, c'est pour dire, moi je suis une personne nouvelle, et moi je suis loin de ça, et je l'ai mis à distance et regardez comme je me moque. Mais sauf que le temps qu'on passe à faire ça, on rassure aussi la population majoritaire dans les stéréotypes qu'elle a, et on les renforce. Et nous aussi, on les crée. Et c'est en ça que... moi, j'ai toujours été... Bien sûr, je riais comme tout le monde, mais j'ai toujours été frustré de ça, parce que c'était leur dénier une complexité. Et j'aurais aimé aussi qu'ils fassent leur stand-up et qu'ils se moquent de leurs gosses. Qui parlent aucune langue correctement, par exemple. Tellement. Et qui sont perdus, etc. Et donc, du coup, c'est aussi ça, c'est que même au sein de nos structures familiales, la parole, en fait, c'est nous qui la prenons. Et en plus, quand tu grandis dans un milieu où tes parents ne savent ni lire ni écrire, c'est très dur pour des parents de maintenir l'autorité parentale. Oui, parce qu'ils sont dépendants. Parce qu'ils sont dépendants. Et donc, on peut vite tomber dans des choses caricaturales et misérabilistes, en fait. Et louper l'essence même des gens et ce qui guide leurs actions. Et c'est pour ça que, le but, c'était de rendre cette complexité-là. Parce que c'est facile de critiquer. Mais je m'attendais moi-même au tournant sur la façon de restituer l'histoire familiale et parentale. Parce qu'il y a des pièges à éviter. Ouais. Non, mais c'est ouf. Je trouve ça hyper intéressant. Parce que c'est... Enfin, moi, j'ai beaucoup appris. Sincèrement, de ce passage-là, je me suis dit, mais il y a un truc qui l'a touché, qui est important de développer parce que, on le vit tous, en fait. Tu es aujourd'hui journaliste à Libération, je l'ai dit tout à l'heure. Mais donc, entre la classe de perfectionnement et Libération, il y a quand même un monde. Il y a plein de monde. Il y a quand même plein de monde. Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir journaliste, à écrire? Comment ça s'est créé, ça? Après, c'est un peu dans le livre. De quoi on va pas dire, c'est vrai, dans le livre. Mais il y a un professeur qui est déterminant, qui s'appelle Didier Dole. Mais en fait, il est déterminant parce que l'univers s'aligne. Ça veut dire que si je prends pas conscience des frustrations de ma mère par rapport à l'école, si Dali ne m'ouvre pas à ça, m'ouvre pas à la curiosité, je sais pas si j'aurais eu l'ouverture pour accueillir Didier Dole. Très vrai, ça, oui. Et c'est ça aussi les étapes de la vie. C'est que, en fait, des fois, on tombe sur des gens et on prend le meilleur de ce qu'ils nous ont offert parce que d'autres nous ont ouvert et préparé à ça. Exactement. Et ça veut dire que Didier Dole, prof
donc débutant, hein, vacataire qui arrive, et lui, il installe un rituel. À 16h, on range les cahiers, et il nous lit, il nous fait de la lecture pendant 30 minutes. Et pour moi, c'est un moment incroyable. Mais pour mes autres camarades qui sont pas ouverts à ça, ils en profitent pour dormir. Et donc, du coup, pour pouvoir accueillir ça, c'est qu'il y a des prémices. Voilà, il y a des prémices et j'étais préparé avant. Et là, en fait, à ce moment-là, il s'en rend pas compte. Mais je me dis, en fait, les histoires, on peut les raconter en tenant un objet en main, et c'est le livre, et il n'y en avait pas chez moi. Et donc, ça va créer une fascination pour les bouquins. Et cette année-là, elle fait découler tout le reste. À partir de là, je vais me mettre à la lecture, je vais me mettre à l'écriture, et c'est quelque chose qui m'a pas quitté. Et quel est le regard des autres par rapport à ça? Tu vois, quand tu veux écrire, quand tu achètes des bouquins, je m'imagine même chez toi, tes potes. Comment toi, est-ce que tu te sens entre deux mondes ou? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, t'es dans des... Vu qu'il y a des schémas, tu vois. Oui, c'est ça, il y a des schémas, ça veut dire que... Et les schémas, ils sont ambivalents. Parce que... Et ils sont ridicules en plus, souvent. Mais en fait, il faut jamais être trop. Donc, faut pas être trop blédard. Faut pas être trop dans la lecture, dans la culture, sinon t'es plus un noir, t'es un blanc. C'est ça. Donc, faut pas être trop blédard, faut pas être trop blanc. Faut pas être ceci, faut pas être cela. Et donc, on n'a que des définitions négatives. Et il n'y a pas de définition positive. On essaie juste de passer, de pas être pas assez, de pas être trop. Et la lecture... Mais du coup, tu es lisse, tu vois. Ouais, mais en fait, il faut se lisser. Ou faire ressortir des caractéristiques de virilité. C'est les endroits où tu peux ne pas te lisser, donc tu peux être bon en bagarre, bon en sport, etc. Et tout se passe sur le corps, en fait. Et il y a peu de choses spirituelles, intellectuelles, sur lesquelles tu es encouragé. Et la lecture, c'est vu comme quelque chose de féminin, en fait. Les bonnes notes à l'école, c'est encouragé quand tu es une meuf. Lire aussi. Et donc, c'est des activités qui sont même vues comme dévirilisantes pour des ados qui vont construire leur schéma viril, en fait. Et la lecture, ça renvoie à tout ça. Et donc, ouais, ça pose plein de questions. Il y en a qui disent tu fais genre, arrête de faire l'intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux draguer la prof de français? Tu veux draguer la documentaliste? Ah, t'es un gros malin, toi. Donc, il y a même ceux qui... Il y a un doute, il y a quelque chose de bizarre. De bizarre. D'accord? Pourquoi t'es pas sur des mangas comme tout le monde? Pourquoi t'es pas sur la console comme tout le monde? Qu'est-ce que tu fais avec des livres? Pour les gens, il y a un loup, il y a un pied, il y a quelque chose de pas net, en fait. Et quelque chose de pas crédible, surtout. Et ça, c'est le regard qui est posé à l'adolescence sur quelqu'un qui lit, qui fait déjà pratiquement 1m80 et qui devrait être plutôt dans un sport collectif au lieu de lire des bouquins. Et surtout qu'on se rend compte que c'est des bouquins qui ne sont pas imposés par l'école. Oui, c'est vraiment par choix, par plaisir, c'est ça. Quoi. Et donc, ouais, t'es vu comme quelqu'un d'étrange. Mais en soi, ça m'a fait quitter une étrangeté pour une autre. Quand j'étais perve, j'étais étrange et j'étais débile. Quand je lis des bouquins, je joue à être intelligent ou je joue à faire l'intéressant. Et ça montre aussi qu'en fait, le regard des autres, de l'extérieur, il va jamais vous restituer votre complexité. En fait, il faut abandonner. Parce que les gens vous regardent avec leurs projections. Et leurs intuitions, ce qu'ils sentent, ce qu'ils ressentent, qui viennent d'un schéma vécu ou même leur peur. Et ils vous regardent avec tout ce bagage émotionnel, intuitif qu'ils ont. Et le portrait qu'ils vont dresser de vous, souvent, ils parlent d'eux-mêmes. Si vous écoutez attentivement quelqu'un qui parle des autres, et que vous lisez finement entre les lignes, il dresse son portrait.
Parce que ce qu'on apprécie, c'est ce qu'on aimerait avoir. Ce qu'on déteste, c'est Ce qu'on n'aime pas chez nous. ce qu'on n'aime pas chez nous, ce qui nous fait peur. Là, on veut pas aller, etc. et tout. Et à bien écouter, les gens ne font que de dresser leur portrait et leurs insécurités. Et ce qui, chez vous, leur crée des insécurités, c'est des choses que eux n'ont pas réglées ou n'ont pas regardées. Et donc, un gamin avec un bouquin, si ça crée autant de remous, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Et la chose qui n'est pas digérée, c'est la question de quel rôle social on donne aux habitants des poches de pauvreté partout dans le monde. Et le rapport à la culture dans ces endroits-là, il y a quelque chose qui est toujours suspect. Il y a, t'es toujours à 2 doigts de la trahison, du travestissement, et ça fait regarder les gens de manière suspecte parce qu'il y a un comportement qui est attendu. Et quand tu donnes pas ce qui est attendu, et que tu vas à contre-courant, ça crée des réactions chez les gens. Ouais. Et ça, comment tu te défais de ça, en fait? En tant que, comment t'as fait, toi, pour te défaire de ça? Et c'est un peu l'intro que j'ai faite, hein, en te mettant dans des cases. Comment tu fais pour sortir de ça? Tu lis. Et quand tu lis, Tu c'est relis. vrai. Non, mais c'est vrai, quand tu lis, les gens se rendent pas compte, mais la lecture, ça crée une bulle. Ouais. Ça crée une bulle incroyable. Et tu te rends compte que les potentialités de ce qu'on peut faire dans le monde est infini quand tu lis. Ouais. Que quand tu refermes le livre et t'écoutes les gens, Flemme, tu retournes à la lecture. tu passes de un pied-à-terre sur toute la planète à t'es face à des blocs de béton et les gens te disent va pas à Paris, un aller-retour ça coûte plus cher qu'un kebab. Et donc tu vois que le champ des possibles il se rétrécit. Et tu vois que les esprits se rétrécissent aussi. Et quand tu sens qu'un endroit il est trop étroit, si tu n'arrives pas à le quitter physiquement, va chercher une discipline, quelque chose qui va te donner un échappatoire. Et la littérature, c'est incroyable parce que tu prends l'avion tout le temps. Ouais. Tu prends l'avion tout le temps, tu dessines une carte du monde mental qui est incroyable. Et il y a plein de barrières qui sautent. Il y a plein de frontières qui sautent. Et ça, c'est très, très puissant. Et ça veut dire que derrière, en fait, quand tu es pointé du doigt, etc. et tout, tu vas hériter de surnoms. Et du coup, ça va te donner, mine de rien, une position dans le quartier et une distinction. Au bout d'un moment, tu es le mec qui lit des livres. Et arrivé au collège, je dois être en 5e. Les devoirs de français des 3e qui étaient des cancres, ils me les donnaient. Ils disaient, tiens, fais ma rédaction. Au début des téléphones portables, ils me disaient, tiens, envoie un SMS pour moi. Et donc, il me disait, ouais, je veux parler à cette meuf, mais là, j'arrive pas et tout. Dis-lui des trucs, mais quand même. Pas trop. Pas trop, hein. Dose, canalise. Vas-y, des vers, des poèmes. Voilà. Et pendant mon enfance, il y en a qui m'appelaient Syrah Noir. Donc, c'est un mélange de Cyrano de Bergerac et Noir. Parce que t'écris des textos à leur place. Ils disent, ouais, madame, elle est fâchée, elle a écrit un texto doux, s'il te plaît, et tout, etc. Et en fait, les moqueries de départ, parce que t'as persisté, finissent par devenir une espèce de fonction sociale qui fait que les gens t'acceptent. Parce que quand ils sont fatigués de dénigrer, ils acceptent la réalité au bout d'un moment. Et du coup, ils te trouvent une autre case. C'est ça, ils trouvent une autre case. Et ils se disent, ils persistent dans ça, mais mes peurs et tout ne l'ont pas découragé, mais il y a quelque chose à faire de ça. Et donc, du coup, tu deviens un espèce de mini écrivain public. Tu lis les courriers pour ta mère, tes oncles, tes tantes, et t'envoies des textos pour les grands de ton quartier. Okay.
Et ensuite, tu fais la fac de Créteil. Ouais. Et tu fais un master en communication. Ça m'a fait rire parce que j'ai écouté Ouluche où tu disais c'était les frustrés des gens qui ont raté Sciences Po et pour toi, t'étais trop content d'être là. Comment c'était? Le master, c'était très spécial. Moi, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai tous mes diplômes dans le 9-4. Ouais. D'accord? Du brevet des t'es collèges. très fier, ça. Tu me le redis tout le temps. T'es très fier. C'est très bien. Non, et pour les gens, et surtout que moi, j'avais dit à Gérald que j'irais à la fac de Créteil. Ouais. Mais quand je lui ai dit ça, on est en perf, il me dit que c'est impossible. Ah ouais. T'as contact avec Gérald toujours ou pas? Gérald, c'est une grande frustration. J'avais son contact peu avant que je me mette à écrire. J'ai cassé mon phone et le numéro était enregistré dans mon téléphone. Et c'est mon grand frère qui nous avait mis en commun, mais il avait donné mon numéro à Gérald, mais pas pris celui de Gérald. Donc Gérald ne sait pas qu'il est dans le livre et que les gens lisent. Mais peut-être, je pense qu'il va lire ton livre, non? S'il le voit. Je sais pas. J'ai plus son numéro. Et on devait se voir avant le Covid. Et j'ai cassé mon téléphone et depuis il m'a pas rappelé. Bon, il a sa vie de famille, etc. Donc j'ai pas pu lui remettre un exemplaire. Mais oui, donc moi quand je dis à Gérald, on traîne tout le temps à la fac et je vais y aller. Pour moi, quand je vais à la fac de Créteil, c'est génial. Et dans le master 2, tu découvres des Parisiens qui, eux, en fait, sont frustrés d'être là. Et c'est un choix par défaut. Et dénigrent Créteil, son architecture, tout. Et sont frustrés d'être là. Et c'est là que tu vois que tu es confronté à d'autres planètes. Ouais. Et ça, du coup, parce que ça, c'est important, parce que tu vois, pendant tout ce temps-là, tu es dans ton environnement, etc. Là, tu te confrontes à d'autres. Ça te fait quoi, toi? Dans ta perspective, est-ce que ça change quelque chose ou... Ça change pas quelque chose parce que j'ai toujours été dans la confrontation. C'était relatif, mais à chaque fois, c'est vrai. Et donc, du coup, j'étais dans la confrontation déjà au sein du village, parce qu'on était le groupe de gamins un peu spé, dans la fratrie, derrière, dans le quartier. Après, il y a aussi le fait d'aller en général qui fait que je dois quitter ma commune pour aller dans une ville où il y a plus de pavillons, parce qu'il n'y a pas de lycée général dans ma commune. Donc, du coup, je me retrouve déjà encore minoritaire. Et donc, oui, arrivé à la fac, l'expérience minoritaire, j'ai déjà un master dans ce domaine avant même mon master 2. Ouais, c'est clair. Ok. Et donc, ensuite, tu arrives à pas tout de suite, parce que tu finis tes études, donc aujourd'hui tu es à Libération, mais entre-temps aussi pareil, il se passe un monde, enfin tu fais plein de petits boulots, tu es au RSA, tu commences à écrire au Bondi Blog. Toute cette période, comment c'était, comment tu l'as vécu, s'il y a des choses que tu as apprises, c'est quoi dans cette période-là? Plein de choses, parce que je finis diplômé du master, je me rends compte que les gens, ils emploient un terme réseau, comme si on était tous dans la téléphonie mobile. Mais en fait, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qui c'est que tu connais et qui peut t'appuyer pour un job. Et réseau, c'est un euphémisme pour dire ça. Et tu te rends compte que, en fait, la com, mine de rien, sans offense, parce que pour moi, c'est une belle discipline, mais c'est le refuge de plein de gens qui avaient d'autres projets et qui n'ont pas réussi à avoir et à accrocher. Et chaque année, sur le marché de l'emploi, entre massivement plein de gens qui sont diplômés en communication. Ouais. Et nous, en plus, en faisant de la communication politique, ça demande encore plus, soit d'être encarté, soit d'avoir des contacts dans le milieu politique, etc., pour te placer. Et là, tu te rends compte que c'est râpé. Parce que j'avais fait un stage à la SNCF, et ma tutrice de stage de l'époque m'a dit, en tout cas, débrouille-toi pour ne pas avoir de trou dans ton CV pour le moment où tu vas avoir des entretiens. Et donc, sois actif. Parce que je sors d'un mémoire, donc un truc très technique, très universitaire, dans une langue universitaire. Tu faisais sur quoi? J'avais fait mon mémoire sur les délégués générales, sur la communication des délégués générales de fondations d'entreprise. Ouais. Parce que j'avais fait une mini-sociologie un peu du domaine, parce que j'avais fait un stage à la fondation SNCF,
puis à la Fondation France Télévisions, je me suis rendu compte que le monde des fondations d'entreprise était très féminin. Et en analysant un peu... C'est toujours vrai. Hein. Oui, c'est vrai. Il est toujours, d'ailleurs. Toujours, ouais. Et en faisant une mini-sociologie un peu des parcours, je me suis rendu compte que ce sont souvent des femmes qui sont... Les femmes placées à la tête des fondations d'entreprise, c'est des femmes qui auraient dû, en toute logique avec leur parcours, devenir des cadres dirigeantes des boîtes et être dans le COMEX plutôt. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Elles ont souvent cartonné dans plein de domaines et plutôt souvent la communication. Et elles auraient dû finir à la direction de la communication, même à la direction de l'entreprise. Et il y a quelque chose de... Ah bah tiens, il y a un plafond de verre et on va le contourner en leur donnant une fondation d'entreprise. Et c'est marrant parce qu'elles sont toutes, elles ont toutes des parcours de com. Enfin là, j'ai trois en tête. Ouais. Et souvent, il y en a même qui étaient appelées prêtresses de la communication. Ouais, bien sûr, c'est marrant. Et je me disais, bah, ce serait intéressant de faire un mémoire qui analyse leur communication et leur parcours et qui mêlerait politique et études de genre, en fait. Et donc, du coup, bah, pour travailler sur le mémoire, je lisais des intellectuels féministes, Laura Adler, etc. Okay. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un parallèle à faire entre la politique et le plafond de verre. C'est-à-dire que souvent, les femmes, elles sont sur des domaines qui vont être ce qu'on appelle le care, en fait, en politique. Quand on appelle les ministères. L'éducation. Le plus haut, c'est garde des Sceaux. Et en fait, dans les politiques RSE des entreprises, responsabilité sociale et environnementale, ce sont souvent les mêmes sujets. C'est-à-dire que c'est la culture, c'est l'éducation, et c'est justement des domaines où le but est de prendre soin de l'autre. Et donc, c'est à ces endroits-là qu'on va mettre ces femmes-là, alors que normalement, si on prend un logiciel fini, qu'on lui dit prédit l'avenir, elles doivent être dans des trucs top management de la boîte. Avant mon master, avant d'être accepté en master, j'avais fait une pause et donc j'étais vigile. Et bon, ça aussi c'est très spécial, mais... mais j'imagine surtout les remarques que tu dois avoir. Oui, parce que c'est très très spécial. Mais en fait, ça m'a appris beaucoup de choses sur le regard qu'on pose sur toi, encore une fois. Du coup, les gens, quand j'étais vigile, ils surarticulaient quand ils me parlaient. Ils m'appelaient chef. Je leur disais, je suis chef de rien du tout. Et même les gens issus des minorités me disaient que j'étais un blédard encore, parce que c'est un métier dévolu au blédard, entre guillemets. Et donc, j'ai fait plein de petits boulots comme ça, alimentaires, en fait. Et quand on est inscrit au RSA, la bulle un peu d'oxygène, parce que tu as besoin de fonctionner, en fait, ça a été le Bondi Blog, qui est un média associatif en ligne qui s'est créé en 2005, après les révoltes urbaines, et qui avait fait le pari, et qui fait toujours le pari encore aujourd'hui, de raconter l'actualité, la France, à travers un autre regard. Voilà, un autre regard, un prisme populaire, etc. Et des minorités. Et ça va être libérateur pour moi, parce que c'est un moment où je vais reconnecter avec l'écriture. Et quand j'envoie un premier papier, on me dit « Ouais, t'emploies des imparfaits, etc. C'est pas ça l'écriture. Ça, c'est une écriture académique, et ça va me pousser à désacadémiser mon écriture. Et donc là-bas, ça va être pour moi un laboratoire incroyable en termes d'écriture. Ce livre, il existe aussi parce que je suis passé là-bas. Bien sûr. Ouais. Et qu'ils ont décomplexé mon écriture qui, au fil du temps, s'était vachement académisée, en fait. Okay. Pour répondre au cahier des charges d'un mémoire de master. Je vois. Et donc, ça va être un centre d'entraînement. Et c'est à cette époque-là, moi, j'ai entré au Bondi Blog en 2013. Je me suis mis sur Twitter en 2012 ou 13. Donc, et tu vois qu'il y a des gens qui te follow parce qu'ils lisent tes articles. Moi, j'avais lu, je pense, l'article où je t'ai découvert. C'était celui de l'hypercachère, là. Et donc, en fait, tu te rends compte que tu écris sur des sujets et que ça touche, intéresse des gens, etc. Et que tu reçois une sorte de gratification et d'encouragement à écrire.
Et après, derrière, tu as des opportunités. Et je me suis retrouvé à travailler 2 ans à TF1. Et après TF1, j'ai fait Libération. Je pense que tu as dit, ou je sais plus, dans un podcast que j'ai écouté de toi, où tu dis Libération, tu rentres là-bas par effraction. Ouais, parce que t'es pas attendu. Non, t'es pas attendu. De toute façon, comme je dis dans le livre, on nous a attendu le part.